C'est quoi l'ITE? Avec le contexte de la pandémie à coronavirus, le conseil d'administration de l'ITE international a décidé à ce que nous puissions procéder à l'élaboration d'un rapport assoupli. C'est-à-dire, c'est un rapport qui s'écarte un peu du standard traditionnel où nous étions en train de faire les conciliations des données et des entreprises et des administrations. Alors, dans l'optique de la publication du rapport assoupli, il fallait que les données soient aussi beaucoup plus récentes. C'est comme ça que le comité exécutif a décidé de publier les données de l'exercice 2018, 2019 et le premier semestre 2020. C'est le rapport que nous avons publié au mois de mars et qui a été adopté. Et le contenu de ce rapport, comme vous le savez, nous parlons du secteur extractif. Donc, nous devons regarder sur toute la chaîne de valeur de ce secteur-là. Nous commençons par la signature des contrats, les octrois des licences et la gestion des registres des licences. Dans le rapport, on parle de la production et des exportations des minéraux. Nous parlons dans le rapport de ce que l'État gagne de toutes ces exportations, donc de l'exploitation minière. Là, ce sont les revenus de l'État. Et le rapport aussi couvre les affectations, où est-ce que l'État met cet argent. Et aussi, nous parlons aussi des impacts sociaux de l'exploitation minière dans notre pays. C'est toutes ces informations qu'il y a dans le rapport. Et ce rapport a été fait pour nous aider à aller au deuxième processus de validation afin que nous puissions couvrir toutes les mesures correctives. La question des contrats miniers est très fondamentale. C'est comme ça que le comité exécutif de l'ITE a décidé d'abord que, en plus du rapport que nous avons publié, qu'il y ait une étude thématique qui rentre en profondeur. Parce que, comme vous le savez, vous êtes journaliste, que dans notre pays, cette question de la signature de contrat a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu la révisitation des contrats, il y a eu beaucoup de problèmes. Nous tous nous sommes conscients que les contrats n'ont pas été bien signés. Alors, la seule chose que nous sommes en train de faire, c'est que l'ITE ou les parties prenantes à l'ITE disent nous devons publier tous les contrats afin que toutes les parties prenantes aient accès à l'information, connaissent le contenu de tous les contrats afin que demain, qu'on ne revienne pas dans les mêmes erreurs si on doit signer de nouveaux contrats. Alors, dans ce processus-là, nous devons voir est-ce que notre pays a la politique de divulgation d'un contrat. Cela est clair, c'est dans la loi. Et le code minier le reprend bien. Nous sommes en train, et puis il y a des textes qui montrent qu'il y a une politique de la divulgation des contrats. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Tous les contrats miniers n'ont pas été publiés. Il y a d'autres qui sont restés encore dans les tiroirs. C'est l'effort que nous sommes en train de faire avec la société civile pour que, au moins, tous les contrats qui ont été signés dans le secteur extractif soient connus du grand public afin de promouvoir le débat citoyen, afin que demain, que nos mandataires ne puissent pas rentrer dans les mêmes erreurs. C'est comme ça que, vous verrez dans le rapport ITE, nous avons fait un effort, nous avions identifié avec toutes les parties prenantes qu'il y avait 162 documents à publier. Les efforts faits nous ont amenés à publier 146. Sur les 146, il y a des contrats, il y a des avenants et puis il y a des annexes aux contrats qui n'étaient pas rendus publics. Alors ce sont les efforts que nous tous, les parties prenantes à l'ITE, nous avons fait et nous avons tout publié. Maintenant, il ne faudrait pas que nous puissions rester dans la publication tout court.
les contrats publiés doivent être exploités par les sachants, par la société civile, pour essayer d'animer le débat public afin que demain, nous ne puissions pas, comme je l'ai dit, retomber dans les mêmes erreurs. Maintenant, dans le contexte où nous étions en état d'urgence, il y avait le confinement et tous ces éléments, on n'a pas su faire ces gros ateliers de sensibilisation, de formation. Alors, le comité exécutif a dit, nous optons pour un rapport assoupli. C'est-à-dire, comme à cause des contraintes liées à la pandémie, on va se limiter à prendre certaines informations. C'est comme ça qu'on s'est décidé que l'on prendra toutes les informations des administrations au niveau national et provincial. Comme les ETD n'étaient pas encore formés, on a dit on ne prendrait pas. Mais d'où viendraient les informations sur la rédevance minière? Là, nous sommes dit, toutes les administrations, et nationales et provinciales, doivent nous fournir tout ce qu'elles ont collecté dans le cadre de la rédevance minière. Et nous devons prendre tout ce que les entreprises ont payé aux ETD, aux provinces et au gouvernement central sur la rédevance minière. C'est ce qui a été fait. Mais il se fait que dans l'exercice de notre travail, quand nous nous retrouvons dans le Lualaba, à Kolwezi, que nous pouvons bien contacter les ETD qui sont autour, ici dans le centre-ville. C'est pour ça que dans le rapport, vous trouvez qu'il y a les données de certaines ETD qui sont dans les centres-villes. Mais ce n'était pas exhaustif. Mais en plus de notre rapport, nous sommes en train de faire une étude thématique approfondie où nous avions contacté toutes les ETD pour nous fournir toutes les informations. Avec les données actualisées, comme je l'ai présenté tout à l'heure ou hier à l'activité de l'IDAC et de l'IDAKI, lorsque nous regardons la quotité de 50% payée à la DGRAD, la quotité de 25% payée aux provinces et la quotité de 15% payée aux ETD, nous trouvons qu'il n'y a pas une corrélation directe, c'est-à-dire il y a une disproportion. Alors qu'ici on parle de 50, 25 et 15, on trouve que même les sommes payées devraient obéir à cette tendance-là. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'à la DGRAD, donc pour le gouvernement central, la mobilisation était très grande, mais pour les provinces, surtout pour les ETD et pour le fonds minier, il y avait des gros écarts. Et nous devrions identifier pourquoi est-ce qu'il y a ces gros écarts. La chose est très simple. Les ETD, quand le code minier a été révisé et publié, n'étaient pas encore préparés, n'avaient pas de régie financière. D'autres n'en ont pas encore aujourd'hui. Cela veut dire que la gestion était très compliquée. Vous savez que dans la collecte de la recette, nous avons 4 phases. La division de mines, elle s'occupe de la constatation et de la liquidation, mais ce sont les régies financières ou les ETD qui devraient s'occuper de l'ordonnancement et du recouvrement. Mais les ETD n'ayant pas ces structures en place, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de difficultés. Et notre rapport a démontré qu'il y a un écart de près de 100 millions de dollars que les ETD n'ont pas collecté. Pas seulement dans le Lualaba. Les 100 millions, c'est dans le Lualaba, dans le Haut-Katanga, dans le Haut-Tsoumélé et dans d'autres provinces. Dans le Kassai oriental, dans le nord et dans le sud Kivu et dans le Maniema. Le total fait autour de 100 millions. C'est comme ça que même dans les ateliers qu'on a eu tout à l'heure dans IDAKI, de IDAC et IDAKI, c'est pour améliorer la gouvernance dans le captage de ces ressources financières et dans leur gouvernance, dans leur affectation. Lorsque nous regardons à ce qui concerne les ETD, nous avons demandé qu'il y ait un renforcement de capacité pour les ETD pour qu'elles soient capables elles-mêmes de collecter et de gérer de manière efficiente toutes les sommes qu'elles reçoivent. Mais comme vous le savez bien, la loi est très claire. La rédevance minière, dans l'esprit du législateur, était destinée aux infrastructures de base. C'est-à-dire que chaque ETD devrait au préalable avoir son plan de développement local, afin que quand l'argent vient de la rédevance minière,
que cet argent soit orienté sur les activités déjà prévues dans le plan de développement local. Mais on a remarqué que toutes les ETD n'ont pas ce plan de développement local. C'est pour ça que je dis qu'il y a nécessité de faire un accompagnement pour que chaque ETD puisse avoir son plan de développement local. Surtout pour les ETD qui sont dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga, où nous parlons du cuivre et du cobalt. On sait que, peut-être sur les 10 ans, sur les 15 ans ici, le comportement du cuivre et du cobalt va rester bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire une politique comme de la cueillette. Tu reçois aujourd'hui et tu investis dans un petit projet. Il faut avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous voulons de notre ETD demain? C'est-à-dire, nous pouvons calculer qu'est-ce que nous devrons recevoir sur les 10 ans et négocier avec des banques pour mettre en œuvre des gros projets de développement durable pour les TD. Il ne faut pas seulement se focaliser, quand vous avez de l'argent, vous construisez une école, quand vous avez de l'argent, vous construisez. C'est une très bonne chose. Ce sont des infrastructures de base. Mais il faut penser que l'argent investi doit être mis dans des projets pour le développement durable. Cela veut dire pour donner de l'emploi aux communautés, pour que même après mine, que nos communautés aient du travail et des activités qui peuvent durer, je dirais, de manière très longue. En 2014, nous sommes arrivés à atteindre le statut de pays conforme à l'idée. Maintenant, nous sommes dans un autre cycle où on devra nous juger face à la norme idée, qui est un standard. Et face à ce standard-là, c'est comme j'ai dit, en 2019, il y a eu un processus pour voir si la RDC a fait du progrès. Mais à l'issue de cet examen, si je peux le dire ainsi, on nous a récalé, on a dit qu'attention, il y a 13 mesures sur la gouvernance même de l'ITE, sur la publication des contrats, il y a un problème sur la divulgation des licences, il y a un problème sur la gestion de la redevance minière, il y a beaucoup de problèmes qu'on a soulevés. On dit que non, pour que vous soyez déclaré pays ayant effectué ou ayant atteint un niveau élevé de transparence, vous devez remplir ces 13 mesures. Ça ne veut dire pas que sur les mesures qu'on a remplies, il faut faire une marche arrière. Non, vous devez les sauvegarder et ajouter les 13 mesures. Mais le problème qui se pose actuellement, il y a eu cette pandémie qui fait que le contexte est devenu très compliqué et très difficile. Mais nous sommes en train de faire de gros efforts. En plus de ce rapport, qui va nous servir de base, nous sommes en train de faire 6 études thématiques. Une étude, comme je l'ai dit, sur les contrats, une étude sur les licences, une étude sur la redevance minière, une étude sur la propriété réelle, parce que nous devons voir que c'est les propriétaires réels de nos mines. Donc, toutes ces études-là, avec notre étude, avec notre rapport de base, ça nous permettra, dans 5 mois, d'aller au processus de validation pour voir. C'est en ce moment-là que nous allons dire nous avons fait des progrès significatifs ou nous avons fait de gros progrès pour atteindre la transparence. Les difficultés étaient d'ordre du financement du processus. Mais avec le gouvernement, il y a des efforts qui sont faits, avec des partenaires qui sont en train de nous accompagner. Je pense que, bien qu'on a connu un retard de plusieurs mois, mais le gouvernement a fini par s'acquitter de sa quote-part. Nous sommes dans le processus et nous espérons, avec vous la presse, parce que étant partie prenante, que vous allez nous accompagner dans la dissémination des données qui sont dans le rapport idée, afin que notre public sache que voici les contrats que nous avions signés, ils ne sont pas bons, demain qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Il faut que le public soit au courant du nombre des titres miniers qui sont entre les mains des opérateurs miniers, de leur localisation. Il faut que le peuple soit au courant de ce que génèrent nos mines pour leur vie en communauté. Il faut que le peuple soit au courant de ce que l'État, de ce que les ETD gagnent au profit de la communauté. Il faut que le peuple soit au courant de ce que les entreprises font dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous devons bien connaître. Vous avez vu
dans le code minier, il y a 3 leviers qui ont été mis pour la communauté, pour les communautés de base comme dans le Lualaba ici. Nous parlons des 15% de la redevance minière, nous parlons du 0,3% du chiffre d'affaires et nous parlons aussi des instruments qu'il y a dans les cahiers de charges. Vous avez vu que c'est maintenant seulement que les entreprises commencent à signer le cahier de charges. Mais il y a eu quand même un retard. Mais le 0,3%, on ne le perçoit pas encore. C'est la 3e année. Alors que si vous regardez les chiffres qu'on a publiés pour 2018 et 2019, le chiffre d'affaires, au bas mot, c'est près de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est 60 millions de dollars qu'on n'a pas mobilisés pour nos communautés. C'est pour ça que nous devons faire des gros efforts afin que des textes soient pris pour que l'État entre en possession ou nos communautés entrent en possession de cet argent pour le développement des infrastructures au niveau local. Avant que je pose la question sur la dissémination, est-ce que l'instabilité des institutions au niveau national impacte les processus routiers? Personnellement, je ne vois pas qu'il y a instabilité. Le gouvernement peut changer. Ça ne veut pas dire qu'il y a instabilité. Si vous savez, le processus ITE est toujours un processus tripartite. Il y a le gouvernement, il y a les entreprises et la société civile. Nous savons que le gouvernement peut changer à tout moment que la volonté politique le veut. Mais ça ne déstabilise pas le processus ITE. Mais qu'est-ce qui déstabilise plutôt le processus? C'est le manque de financement. Vous avez raison, quand le gouvernement change, on sent que c'est en ce moment-là qu'il y a des grosses difficultés pour financer le processus. On attend jusqu'à 9 mois pour le financement et vous savez qu'on nous jugera aussi sur la mise en œuvre de notre plan de travail. Si sur le plan de travail nous connaissons des gros retards, c'est à notre défaveur. C'est pour ça que toutes les parties prenantes, surtout la société civile et COGEP, présidé par Maître Douté, a fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser son partenaire, le gouvernement. Et le gouvernement a bougé. Et aujourd'hui, bien qu'on a quelques retards, mais on sent que nous sommes sur le bon chemin et que nous allons finir par atteindre le statut de pays ayant fait des gros progrès dans le cadre de la transparence.